Bonjour, je suis un peu un être bizarre dans cette séance puisque je vais vous parler d'économie et je vais vous parler du marché, non pas avec un cri d'indignation, mais avec des trémolos dans la voix, et vous indiquer comment le marché, ce marché qui nous entoure, ce marché va modifier les conditions d'exercice de la médecine. Pour un économiste, la médecine a ceci de particulier, c'est que dans un marché, il y a un offreur, un demandeur, il y a un malade et un médecin, mais normalement, pour que ça fonctionne, il faut que l'offreur et le demandeur aient le même niveau d'information. Or, en médecine, normalement, le malade en sait moins que le médecin, en tout cas, il l'espère. Et donc, il faut qu'il y ait une tierce personne qui intervienne pour réaliser cette égalité d'information entre l'offreur et le demandeur. Cette tierce personne, depuis 70 ans bientôt, c'est la sécurité sociale. Et donc, nous avons un système qui fonctionne avec des malades, un système de santé et un système de financement par le biais de la sécurité sociale. Quand je parle ici à l'Odéon, j'appartiens, vous le voyez bien, à une génération pour qui l'Odéon s'est aussi débattu en mai 68. Et en mai 68, quand on débattait à l'Odéon, le problème de la sécurité sociale, c'était les ordonnances de 67. Et en 1967, le ministre des Affaires sociales, M. Jeannet, qui était professeur d'économie, avait fait pour justifier ces ordonnances une note au général de Gaulle disant que les dépenses de santé étaient excessives. Elles étaient déjà excessives en 1967. Est-ce que les plus vieux, même d'entre vous, se souviennent d'une année où les dépenses de santé n'ont pas été excessives? Est-ce que vous vous souvenez d'une année où le ministre des Affaires sociales n'est pas apparu à la télévision ou n'a pas parlé à la radio en disant qu'il va falloir brider les dépenses de santé? Et donc nous arrivons à une logique qui est une logique qui a été prolongée jusqu'à donner ce qu'on appelle l'ONDAM. Vous connaissez tous cet objectif national de dépenses d'assurance maladie, qui est une logique absurde où une autorité politique décide le droit des patients à être malades. On décide de combien vous avez le droit d'être malade l'année prochaine et le Parlement vote votre droit à être malade. Or, la maladie, ce n'est pas un droit, la maladie, c'est une calamité. Et donc, normalement, il faut sortir de ce système. Alors, la première chose que l'on doit faire, à mon avis, c'est de remettre dans le système, non plus un débat entre l'assurance maladie, un monopole public-privé, puisque le statut de la sécurité sociale en France est d'être normalement privé, et un ensemble de professions médicales, et de remettre normalement celui que l'on met toujours traditionnellement au centre et que l'on oublie assez souvent, ce qui est le patient, le médecin. On l'oublie tellement qu'on lui dit que finalement il ne paie pas vraiment, et que ses charges sociales, ses cotisations sociales, mais ça ne sert à rien, si ce n'est à alourdir le coût du travail. Et donc il faut les supprimer. Et toute personne qui a un programme politique cohérent vous dit qu'il faut supprimer les cotisations sociales, il faut alléger les charges. Ce qui nous nuit, ce sont les charges. Or, les charges, c'est quoi? C'est notre santé, c'est notre retraite, c'est notre avenir et notre présent. Et donc, comment remettre le patient au centre de tout ça? D'abord, il faut savoir ce que veut le patient. Il y a toute une littérature économique qui est fascinée par le docteur Knock. C'est quoi le docteur Knock? C'est un monstre sur le plan médical, mais sur le plan économique, c'est un héros. Il est en concurrence avec son prédécesseur, et souvenez-vous, tout le monde est plus heureux avec le docteur Knock que sous son prédécesseur. Parce que le docteur Knock a compris qu'en particulier, le médecin devait répondre à l'attente du patient et que le patient n'a pas toujours envie d'être en bonne santé. Il y a des gens qui ont envie d'être malades. Et dans le docteur Knock, vous vous souvenez, quand il revient, son prédécesseur revient, le pharmacien a fait fortune, il a même pris une maîtresse à Lyon, vous vous souvenez, alors qu'il habite dans la Drôme, ce qui est la preuve de son ascension sociale. Et puis, on discute avec les gens, et les gens sont ravis parce qu'ils ont enfin un sujet de conversation, leur maladie. Et donc, le premier enjeu, c'est qu'attend véritablement le patient? De quoi il a besoin, le patient? Et donc, cette question, on ne peut la voir que par l'expression de la nature même de ce qu'il va voir chez le médecin, de ce qu'il dit au médecin. D'ailleurs, un autre exemple littéraire assez célèbre, c'est dans « 3 hommes dans un bateau ». Le patient vient voir le médecin, il a lu un dictionnaire médical, et il a toutes les maladies sauf l'épanchement de synovie. Et encore, il a un doute, c'est pour ça qu'il va voir le médecin. Donc, le patient attend quelque chose, et pas forcément ce qu'un système qui est un système en débat monopolistique entre l'assurance maladie et la profession médicale est capable de lui donner. Alors, il paie, il attend quelque chose, et son véritable enjeu, ce n'est pas de réduire les charges sociales, ce n'est pas de lui dire de combien il doit dépenser, son véritable enjeu, c'est est-ce que le système peut lui garantir que ce qu'il paie est conforme à ce qu'il attend. S'il attend une conversation, s'il attend un bien-être, s'il attend davantage de santé,
est-ce que le système en place lui garantit que ce qu'il a payé est conforme à ce qu'on va lui donner? En économie, il y a beaucoup de façons de vérifier si ce que vous avez payé est conforme à ce que vous attendez. Mais la façon la plus simple, c'est de mettre les gens en concurrence. C'est-à-dire que vous devez pouvoir mettre les systèmes de santé en concurrence et les systèmes de financement de la santé en concurrence. Mettre les systèmes de financement de la santé en concurrence, c'est exploser le monopole de la sécurité sociale, et c'est possible, ça existe. Le système américain fonctionne comme ça, immédiatement on vous dit « mais ça coûte trop cher ». Le problème n'est pas là. La question se pose de savoir est-ce que pour les Américains, ils en ont pour leur argent. Il peut peut-être plus, mais ils obtiennent plus du système en question. La véritable question, c'est est-ce qu'il est vraiment en concurrence? Et les réformes du président Obama visaient à faire en sorte qu'ils se mettent véritablement en concurrence. Quant au système de santé, est-ce qu'il peut être mis en concurrence? Alors on a beaucoup parlé de robots, il y a tout un tas de technologies que je ne maîtrise pas, je ne suis pas médecin, mais ce que je vois bien, c'est que cette concurrence est en train d'émerger. Elle émerge à la demande de la population. On n'arrête pas de nous parler de tourisme médical en Hongrie. Tout un tas de gens vont se faire soigner les dents en Hongrie parce que c'est le meilleur marché. C'est-à-dire parce que la population réclame cette concurrence. Et puis on commence à nous dire qu'on peut faire ces analyses médicales en Inde. Je lis dans la presse qu'on peut se faire opérer dans un hôpital parisien depuis New York par un chirurgien renommé au niveau international. C'est-à-dire que le système de santé, grâce aux nouvelles technologies, commence à être en concurrence. Et donc face à ça, vous avez deux attitudes possibles. Face à l'émergence de nouvelles technologies qui incorporent davantage de concurrence et qui modifient les relations entre les acteurs économiques, soit vous refusez. Ce que j'appelle les Luddites. Les Luddites, c'était ces ouvriers du 19e siècle qui cassaient les machines parce que ça supprimait leur emploi et ça supprimait leur statut. Et les Luddites n'étaient pas que conservateurs. Ils agissaient parce qu'ils étaient convaincus qu'ils étaient détenteurs de valeurs. Un objet textile fabriqué par une main, disait-il, a plus de valeur qu'un objet fabriqué par une machine. Et puis vous devez avoir une attitude qui est une attitude positive, qui consiste à accepter ces mutations. Je pense que nous n'avons pas le choix, et à titre personnel, je m'en réjouis.